Hello tout le monde, moi c'est Léa. Moi je suis Lorlaï. On est deux cavalières amateurs passionnés et on a créé le premier podcast pour les amoureux des sports équestres. 2 fois par mois, on part à la rencontre d'une personnalité du milieu qui nous parle de son parcours, de son métier et de son quotidien. Nous sommes heureuses de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui sera le dernier avant une petite pause bien méritée au mois d'août. Dans ce nouvel épisode, au format record puisque ce n'est pas moins d'1h20 de discussion captivante, vous allez pouvoir découvrir un métier dont la technicité est bien souvent méconnue. Ils ne sont que 2 Français à pouvoir prétendre opérer cette profession au niveau olympique. Ce métier, notre invité l'a choisi par vocation, animé d'une passion immense pour ce sport. Acteur central de la réussite des compétitions sur lesquelles il intervient, notre invité est par ailleurs l'une des parties prenantes majeures dans l'évolution du saut d'obstacle et il offre par ses choix et par son travail une place privilégiée au bien-être du cheval. C'est à l'occasion d'un concours SHF organisé à Sainte-Cécile début juin que nous avons eu la chance de rencontrer Grégory Baudot. Grégory est un chef de piste international de niveau 4. Il est un architecte du saut d'obstacle de très haut niveau. Au cours de cet échange, nous avons abordé de nombreux sujets. La technique des épreuves et la nécessité de savoir jauger le niveau des cavaliers et des chevaux présents pour pouvoir livrer une épreuve ambitieuse pour les cavaliers, mais juste à l'égard des chevaux. Le rôle du chef de piste et son importante prise en considération du bien-être animal, l'évolution des épreuves de saut d'obstacle au cours des dernières décennies. Vaste programme qui, on l'espère, vous captivera autant que nous l'avons été. Très belle écoute à tous. Cet épisode est sponsorisé par la société Equiplus Sols Équestres. Depuis 2009, cette société réalise tout le projet de sols équestres de la piste fixe à l'événementiel, principalement en sable fibré, avec fond de forme drainant ou arrosage par subirrigation. Entreprise à taille humaine dirigée par Arnaud Malgras, Equiplus Sols Équestres intervient aussi bien sur de petites structures que sur de plus gros événements équestres. L'équipe d'Equiplus se tient à votre entière disposition pour réaliser tous travaux de création, réfection ou entretien de sols équestres. Toujours en quête d'amélioration de son procédé, Arnaud reste à l'écoute constante des retours de ses clients, notamment des meilleurs cavaliers mondiaux de saut d'obstacle qui foulent ses pistes en compétition mais également à la maison. Equiplus Sols Équestres peut effectivement compter parmi ses nombreuses réalisations les carrières de Simon Delestre, Philippe Rosier ou encore le manège de Steve Gerda. Un carnet de références qui ne cesse de s'étoffer puisqu'il peut désormais compter entre autres à son actif la réfection du petit parquet de Fontainebleau avec arrosage par subirrigation, la réfection récente du paddock de Vichy, les carrières du Jumping Upside à Grimaud pour les réalisations fixes, le Longines Paris Eiffel Jumping, le Longines Masters de Lausanne ou encore le Global Champions Tour de Saint-Tropez pour les événements. Allez, c'est parti. Bienvenue dans I Am an Equestrian, le podcast. Bonjour Grégory, merci d'avoir accepté d'enregistrer cet épisode avec nous. Donc nous sommes aujourd'hui le lundi 1er juin. On est au Haras de Sainte-Cécile et vous êtes en train de monter les pistes pour les SHF, les jeunes chevaux pour cette semaine. Donc vous êtes chef de piste de niveau 4, vous êtes le seul, si je ne me trompe pas, vous êtes le seul chef de piste français agrémenté pour monter des pistes olympiques. Et vous avez d'ailleurs déjà fait vos preuves sur de très belles pistes dans du 5 étoiles et des compétitions majeures ces dernières années. Il me semble aussi que vous êtes pressenti pour devenir le chef de piste de Paris 2024. Vous êtes aussi professeur de marketing dans une école de commerce. Toujours pareil, si nos informations sont bonnes, parce que du coup on s'est un petit peu renseigné à l'avance. Est-ce que on pourrait commencer cette interview en vous demandant de vous présenter tout simplement avec vos mots, en nous expliquant un petit peu quel a été votre parcours et quelles ont été les grandes étapes de votre vie professionnelle? Bonjour à vous. Je n'ai pas besoin de me présenter puisque vous l'avez fait à l'instant même. Je voudrais donc juste revenir sur quelques propos que vous avez relevés à l'instant même, au niveau notamment du niveau auquel j'ai été donc nominé au cours de la dernière année, c'est-à-dire niveau 4, level 4 exactement. Nous sommes 2 en France et je ne suis pas donc le seul. Il y a également mon ami Frédéric Cotier qui est à ce niveau-là depuis bien longtemps déjà, ce qui signifie que nous sommes donc 2 à pouvoir en France de chef de piste, donc à pouvoir prétendre un jour peut-être à pouvoir honorer donc des compétitions de type championnat d'Europe, championnat du monde et Jeux olympiques. Donc c'est un honneur pour moi d'être aujourd'hui à Sainte-Cécile. C'est une toute première pour moi, qui plus est pour monter des épreuves de jeunes chevaux, puisque ça fait une dizaine d'années que je n'ai pas eu l'opportunité de les construire.
parce que c'était tout simplement un choix d'abord professionnel. Comme vous l'avez dit, je suis donc professeur de manière parallèle à ma fonction de course designer. Je suis professeur de marketing dans une école de commerce auquel j'enseigne 2 jours par semaine. À l'époque, du moins il y a quelques années, j'enseignais 3 jours, ce qui posait le problème pour moi de construire des épreuves dans la semaine, et notamment celles qui sont rattachées au cycle classique. Voilà, donc vous avez également évoqué le fait que je pourrais être pressenti pour Paris 2024. Bien sûr, on parle de quelque chose qui, pour moi, reste quand même à court ou moyen terme. Rien n'est fait. Il faut laisser le temps au temps. Il faut continuer à travailler avec beaucoup d'acharnement, travailler dans l'optique de la progression des chevaux, continuer à travailler sur la philosophie qui a toujours été la mienne, celle du respect du cheval, du bien-être du cheval, et d'essayer d'être progressivement, on va dire, immergé dans un nouveau sport. Un nouveau sport, c'est-à-dire que pour moi, les sports équestres doivent évoluer sur plein de choses, et j'essaye, de par le course designing, c'est-à-dire de par la manière dont je vais tracer mes épreuves, les parcours que je vais proposer, cette optique-là doit permettre aujourd'hui de donner peut-être plus d'impulsion à notre sport, et notamment celui du jumping. Alors vous êtes, comme on l'a dit aussi, vous êtes professeur donc dans une école de commerce. Est-ce que vous étiez professeur avant de devenir chef de piste, ou inversement? Et du coup, pourquoi est-ce que vous vous êtes lancé dans cette activité parallèle? Alors je vais vous résumer très rapidement, très succinctement un petit peu mon parcours, tant professionnel que celui qui est lié à mon hobby, à ma passion, celle du chef de piste. Non, j'ai commencé très très tôt dans la fonction de commissaire de piste. J'avais, je pense, 15 ans, à peu près, 14-15 ans, quand je me suis intéressé à cette fonction-là. Je vivais aux abords d'un centre équestre, donc les chevaux, je les voyais tous les jours, couramment. Et comme je l'ai dit à plusieurs reprises auprès des journalistes, chaque fois que je suis un petit peu interviewé sur mon parcours, quand j'avais à peu près 12 ans, je pense 12 ans, lorsque j'allais à l'école à pied, puisque l'école n'était pas très loin, et en passant devant ce centre équestre, je passais devant le paddock, et il y avait, on va dire, 4-5 fois dans l'année des compétitions de type national, des compétitions d'ailleurs assez importantes. Et le lundi matin, quand j'allais donc à l'école, en empruntant ce petit chemin qui passait devant le paddock, j'étais toujours intrigué et intéressé par les bouts de papier qui étaient affichés sur cette pancarte aux abords du paddock, qui représentait ni plus ni moins les fameux croquis de parcours, les plans de parcours, qui à l'époque étaient réalisés à main levée, sur du papier carbone et tout ce qui s'ensuit. Alors je me permettais de les décrocher, puisque de toute façon ils traînaient là, je pense qu'ils en faisaient plus rien. Et je les étudiais un petit peu à l'école et un petit peu en rentrant chez moi le soir. Et je me suis intéressé donc à ces croquis, ces petits dessins qui pour moi étaient des dessins un petit peu d'architecte à l'époque. Je me disais, mais tiens, voilà, c'est intéressant, on a un parcours qui résume à peu près quel est le cheminement emprunté par le cavalier, par le cheval, plus également des éléments techniques, à savoir la longueur du parcours, un temps accordé, le nombre d'obstacles, le nombre d'efforts, nanani, nanana. Bien sûr, parallèlement à ça, j'étais déjà cavalier depuis l'âge de 7 ans, ma poney. Mais la compétition, à ce niveau-là, ça me parlait pas de trop. Et de fil en aiguille, en analysant ça, j'ai fait 1 an, j'ai commencé à faire du concours, j'ai vraiment pu, je dirais, mesurer la température de ce que c'est un chef de piste, un constructeur, puisque moi je venais en aide au chef de piste qui venait à l'époque, donc j'étais un petit peu, je faisais partie des équipes de construction.
Et dès l'âge de 15 ans, voilà, donc ça s'est fait progressivement, 2-3 ans à peu près, et dès l'âge de 15 ans, j'ai demandé à suivre une formation de chef de piste avec, à l'époque, les chefs de piste qui étaient réputés, renommés dans ma région, en l'occurrence, à savoir Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne. Et donc j'ai fait ces stages-là, donc à mes frais, à mes propres frais. Je me déplaçais en concours avec des amis qui avaient le permis, ou quand j'allais en concours avec le camion, avec mon coach, et je prenais du temps pour aller travailler avec ces chefs de piste-là. Et j'ai travaillé comme ça à peu près 2 ans et demi, jusqu'à ma majorité. Et à partir de la majorité, j'ai pu être officiellement nommé chef de piste régional. Et à partir de là, tout s'est enchaîné très très vite. À 18 ans, j'ai eu l'occasion de pouvoir effectuer, et c'était un honneur pour moi parce que j'ai eu aussi la confiance de chefs de piste qui étaient derrière moi et qui me poussaient, etc., de pouvoir faire ma première B1 à l'époque, qui correspondrait aujourd'hui à du Pro 2 Grand Prix. Et j'avais 18 ans. Et de là, j'ai eu de plus en plus de concours à 18 ans, à 19 ans, à 20 ans. J'ai récupéré la majorité des concours pro qu'on avait en Lorraine. Et c'est là que je me suis fait connaître. C'est là que j'ai eu des portes se sont ouvertes, notamment dans des régions limitrophes, à savoir la Bourgogne, l'Île-de-France, un petit peu le Nord. Et 2009... Voilà, là, je vous parle à peu près 97, de 95 à 97. Et j'ai gravi tous les échelons jusqu'en 2008 au niveau national pour obtenir ce qu'on appelle aujourd'hui le chef de piste national élite. Et en 2009, j'ai passé le premier niveau international, c'est-à-dire ce qu'on appelle le level 2. 3 ans après, chef de piste international niveau 3. Ce qui me permettait déjà d'effectuer les plus gros concours, et du moins jusqu'à 5 étoiles. Et la consécration, bien sûr, c'est venu en fin d'année 2019 avec cette reconnaissance au niveau 4. Voilà un petit peu comment s'est fait mon parcours, et je n'ai pas grillé d'étapes, rien n'a été brûlé, j'ai suivi, je me suis déplacé beaucoup pour travailler avec des chefs de piste, différents chefs de piste. Ce qui est important de dire, je n'ai jamais voulu copier personne, j'ai pu prendre ce qui allait bien, et ce qui était fait par des chefs de piste, m'interdire de faire certaines choses, et après vous fabriquez tout seul. Donc vous avez, comme dirait beaucoup de monde, votre patte, entre guillemets, même si je pense qu'il n'y a pas une mode Bodo ou quoi que ce soit. Moi, j'ai ma façon de faire. Voilà, j'ai ma conception aujourd'hui de ce que peut représenter le course designing. Je pense que ça marche plutôt pas mal. Peut-être les choses seront différentes dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Je sais pas. Il faut s'adapter aussi à son temps, s'adapter aux évolutions auxquelles, de toute façon, nous faisons face. Et j'espère que ça m'amènera encore le plus loin possible et pendant de nombreuses années. Mais ce qui est important, moi je le fais, même si c'est quelque chose qui est professionnalisé depuis 2010 à peu près, je le fais avec énormément de passion. C'est avec le cœur et je pense que c'est ça qui est important. Justement, quand on a voulu préparer cette interview, on a posé la question à un chef de piste un petit peu de notre génération qui évolue un peu plus dans le sud et qui nous a dit « Ah mais Grégory Bodo, il a sa patte ». Alors nous, on se questionne, c'est quoi votre patte en fait ? Quelles sont les particularités que vous avez l'habitude de mettre en avant dans vos parcours ? Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer justement, à votre avis, enfin d'après vous, c'est quoi la patte Grégory Bodo ? Quels sont les types de parcours que vous construisez ? Alors comme dit précédemment, je vais pas me contredire, puisque je viens de dire qu'il n'y a pas forcément de patte Grégory Bodo, ni une mode ou quoi que ce soit. Il y a des paramètres et des critères auxquels je suis très sensible. C'est vrai. Sur lesquels je m'attelle beaucoup pour le respecter et pour m'approcher de ce que je pense être aujourd'hui le sport de haut niveau ou le jumping
tel qu'il devrait être aujourd'hui. Ces différents critères, si vous voulez, sont liés à quoi ? Première des choses, c'est le mouvement en avant. Le mouvement en avant, il est défini par quoi ? Il est défini par le fait que j'ai envie de voir sur mes parcours des chevaux qui sont dans la cadence, des chevaux qui sont dans le galop, des chevaux qu'on retrouve au naturel, tout simplement, qui nécessitent bien entendu un pilotage très très fin de la part des cavaliers, puisque faut pas se dire que si on voit les chevaux s'ouvrir ou les chevaux galoper, etc., c'est plus facile ou quoi que ce soit. Bien au contraire. Aujourd'hui, des chevaux qui sont dans le galop, des chevaux qu'il faut avoir l'équilibre, etc., c'est déjà pas facile. Et cela rend plus délicat la conduite et le pilotage à l'abord des obstacles, à la réception des obstacles, entre les obstacles, et pour aussi, bien entendu, rentrer aujourd'hui dans un élément qui est fondamental et qui est déterminant dans le résultat des courses, des parcours, c'est le temps accordé. La vitesse de l'épreuve et le temps accordé. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, aura encore plus d'importance, sans tomber dans des travers, bien sûr, mais qui aura encore beaucoup plus d'importance dans les années à venir. Parce que on ne va pas pouvoir faire une sélection éternellement au niveau des difficultés proposées, au niveau de la hauteur des obstacles, etc. Parce que sinon, on va aller à contre-courant et on va tout simplement s'engouffrer dans quelque chose qui sera contre nature, qui va aller véritablement envers ce que je recherche, c'est-à-dire le bien-être animal. Faut jamais aller au-delà des limites du cheval. Et donc ça, c'est important. Donc moi, ce que je veux, c'est voir des chevaux qui sont véritablement dans le mouvement en avant, dans le galop, qui puissent s'exprimer véritablement sur le parcours. Le temps, qui doit être juste bien calculé. Et les autres éléments que je vais prendre également en compte, c'est le choix que je vais faire dans mes parcours, le choix des obstacles, leur configuration, le choix des couleurs. Je suis assez perfectionniste dans la décoration, je suis assez perfectionniste également dans la création des obstacles, la subtilité qu'on peut avoir dans la construction, au niveau des couleurs, au niveau de la légèreté. J'aime bien les obstacles qui sont assez légers, etc. Mais je n'irai jamais dans des travers qui vont se formaliser par quoi ? Par des hauteurs exagérées, ça c'est certain, ni des largeurs exagérées, mais d'essayer de trouver certaines harmonies dans le parcours proposé, avec des séquences, de ce que j'appelle des différentes séquences d'analyse dans le parcours qui doivent mettre à mal le cavalier, mais pas le cheval. C'est-à-dire qu'il doit poser un problème de réflexion auprès du driver. C'est-à-dire dans une distance, dans un choix de foulée, est-ce qu'il sera préférable éventuellement de reprendre, est-ce qu'il sera préférable de suivre le contrat qui a pu être imposé, ou alors d'enlever une foulée, etc., etc. Parce que tout ça, je dirais que intelligemment, si c'est bien construit, va provoquer ce que j'appelle des fautes de pilotage, mais qui seront des fautes naturelles pour les chevaux. C'est-à-dire ce qu'on peut appeler le petit 4 points, le petit 8 points, et pas voir des chevaux qui sortent de piste avec, je dirais, des barres plein les pattes, ou des efforts conséquents sur des obstacles larges, parce que qu'est-ce qu'on aura gagné ? Rien du tout. Rien du tout. On n'aura rien gagné tant déjà pour le moral du cheval, pour son physique, pour toute la filière. C'est-à-dire celle également de l'élevage, celle du commerce, pour les sponsors, pour l'organisateur en lui-même. Et aussi pour, je dirais, votre meilleure carte de visite, qui est celle des cavaliers. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Donc, il n'y a pas de patte. Moi, j'ai ma façon de faire. Parfois, malgré que je suis bon pédagogue, mon métier le veut, mais j'ai parfois des choses que je n'arrive pas à expliquer dans l'établissement complet de mon parcours,
Ce que je recherche, c'est voilà, qu'il y ait une certaine osmose, qu'il y ait une harmonie dans le parcours et qui va proposer des séquences où les chevaux, on va les ouvrir un peu pour être dans le galop, ou à un moment donné, on va resserrer, ce que j'appelle un peu le principe de l'accordéon. Voilà. Mais sans plus. Après, je suis aussi très très exigeant quant à la construction des obstacles, c'est-à-dire les lignes droites, soit des vraies lignes droites, quant à la décoration, quant aux courbes, les angles. Les angles sont très très importants aujourd'hui. Faut que ce soit quelque chose qui est coulant. Un bon parcours, c'est un parcours qui est fluide. Mais même s'il est fluide, nous pouvons le rendre délicat. Voilà, donc c'est l'aspect technique qui va primer, mais en forçant les cavaliers et les chevaux, bien sûr, dans le mouvement en avant. Le bien-être animal et l'évolution des sports équestres, on va en reparler un peu après, mais je voulais quand même revenir un peu à ce que vous nous aviez dit avant. Vous avez commencé tout jeune à vous interroger sur la création de parcours, etc. Il faut une certaine créativité, un certain sens artistique. Est-ce que vous savez d'où ça vous vient à la base ? Pas du tout. Ce que je sais, c'est que tout être humain, au niveau de son cerveau, a cortex gauche, cortex droit, et il y en a un qui est plus développé que l'autre, et il y en a un qui développe assez fortement la créativité, l'imagination, etc., etc. Alors là, je ne peux pas vous dire d'où ça vient exactement, hein. Faudrait poser la question à de grands artistes, peintres ou autres d'ailleurs, dans le domaine culturel, mais je ne peux pas vous dire, c'est quelque chose qui m'intéresse, sur lequel aussi je me suis intéressé, parce que force est de constater que si vous n'avez pas d'intérêt dans la vie, ou vous n'avez pas une certaine source de motivation non plus, vous ne pouvez pas prétendre à grand chose, vous ne pourrez en tout cas pas prétendre à atteindre vos objectifs. C'est quelque chose qui moi m'a passionné. Pourquoi ? Déjà ça reste dans le milieu hippique, ça veut dire que je côtoie les chevaux, etc. Parce que si je reviens un petit peu en arrière, j'ai peut-être omis de le dire tout à l'heure, j'ai toujours baigné depuis l'âge de 7 ans dans les chevaux, j'ai monté à cheval, j'ai fait de la compétition, mais j'ai arrêté assez tôt. Volontairement, hein. C'est-à-dire qu'à l'âge de 18 ans, j'ai passé le bac et j'ai décidé de faire carrière dans le milieu hippique, mais de faire carrière à la garde républicaine, à Paris. C'est la raison pour laquelle j'ai intégré l'état-major de cavalerie au Célestin, c'est-à-dire à Paris. Et au bout d'un an et demi, j'étais jeune, loin de la famille, loin des amis, beaucoup de week-ends qui étaient un petit peu grillés du fait que je devais m'occuper des chevaux et exercer des gardes. Eh bien, j'ai lâché l'affaire, comme dirait l'autre. Et je suis donc revenu dans ma Lorraine natale et j'ai repris mes études. J'ai repris mes études pour 5 années d'études supplémentaires et permettre d'avoir le titre de professeur, du moins, d'avoir mon master et d'enseigner, et d'avoir eu l'opportunité d'enseigner dans cette école de commerce. Mais par rapport à ça, j'ai ma passion, j'ai toujours eu cette flamme, cette étincelle qui ne s'est jamais éteinte et qui est celle de pouvoir suivre les chevaux et de pouvoir proposer quelque chose par moi-même. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans la fonction, du moins, dans le milieu des officiels de compétition, il n'y a, à mon sens, que le chef de piste qui est l'acteur qui impose quelque chose dans la compétition. C'est-à-dire que, outre le fait qu'il doit bien sûr se caler à un règlement, ça c'est certain, en termes de distance, de barème, etc., etc., mais sur le reste, il est totalement libre à lui. C'est tout provient de son imagination, d'une part de feeling, etc. Et c'est ça qui, aujourd'hui, vous donne véritablement du peps. C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé, entre guillemets, mon pied autant dans le course designing que en tant que cavalier de monter à cheval tous les jours.
Pour preuve, je ne monte plus à cheval. Alors, il m'arrive de temps en temps chez des amis, bien entendu, de remettre les fesses sur un cheval, mais ça reste très, très, très occasionnel. Et quoi qu'on dise, certains ou certaines, les meilleurs chefs de piste au monde n'ont pas forcément été des cavaliers de haut niveau. C'est totalement ridicule de le penser. Il faut avoir, bien entendu, eu un vécu et eu je dirais un pied important dans le milieu des équestres, dans le milieu des chevaux. Évidemment. Mais c'est comme si, par analogie, je vous disais, est-ce que le meilleur arbitre de foot, aujourd'hui, de haut niveau, a-t-il été un joueur de Ligue 1, par exemple? Moi, j'en connais pas. Après, c'est toute une question d'intéressement. C'est une question de se mettre de temps en temps. Moi, je me mets, entre guillemets, dans... C'est pas présomptueux ce que je vais dire, mais je pense cheval. Des fois, c'est comme si je me mettais dans la tête d'un cheval et pouvoir essayer de ressentir certains éléments et me dire que, par conséquent, nous, on devrait agir plutôt de cette manière-là et pas d'une autre, qui irait justement de la manière contraire pour son évolution, pour la pédagogie, pour le perfectionnement et ainsi de suite. Mais moi, j'adore cette fonction parce que, voilà, et elle donne du piment parce que vous êtes constamment également un peu dans le stress. Le stress, c'est à chaque instant, je vais avoir du stress. Je vais avoir du stress pour les jeunes chevaux, alors que on est sur un concours jeunes chevaux, voilà, il n'y a pas forcément d'enjeu, pas de dotation, etc. Mais peu importe, il y a des chevaux qui vont évoluer. Derrière, je vous dis, il y a des propriétaires, il y a des sponsors, il y a les cavaliers dont c'est leur métier, et aussi parce que les chevaux doivent évoluer. Parce qu'il y aura peut-être ici des chevaux qu'on reverra dans quelques années au plus haut niveau. Et ça, c'est important. Donc, il y a ce stress-là, et ce stress du métier bien fait, du bon boulot, du bon travail, et également aussi, ça c'est certain, de la reconnaissance. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu les étapes de votre création d'un parcours, par exemple sur on va dire un type 2 étoiles, 3 étoiles? Comment est-ce que vous vous y prenez? Est-ce que vous avez une préparation en amont? Est-ce que vous arrivez sur le concours plus tôt pour regarder le parc d'obstacles, pour regarder les chevaux? Est-ce que par exemple vous prenez connaissance de la start list à l'avance pour essayer d'adapter vos parcours? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, voilà, pour un parcours donné, comment est-ce que vous menez votre réflexion et votre préparation pour remonter ce parcours-là, ce tracé-là? Oui. Alors je pense qu'il y a déjà 2 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est celui qui est lié aux compétitions, du moins aux concours que je connais déjà, où j'ai l'habitude d'aller. Donc les terrains, je les connais. Je connais à peu près le niveau également des cavaliers qu'il va y avoir pour ce concours-là, parce que c'est un concours même international, je veux parler du concours international, parce que ce sont des cavaliers qui sont issus de régions plus ou moins limitrophes, donc je connais un peu le plateau. C'est comme si je viens à Cluny, je viens à Mâcon, je viens à Bourg-en-Bresse ou à Megève, je connais à peu près le plateau qu'il va y avoir. Pas forcément le plateau international, mais surtout le plateau des cavaliers français. Là, ma préparation il y aura toujours en amont, mais ma préparation sera davantage tardive, c'est-à-dire que je vais me mettre dans le concours peut-être une semaine avant, en travaillant les épreuves majeures. Les épreuves majeures pour moi sont les épreuves, premièrement, qui sont les épreuves qualificatives au Grand Prix. Donc c'est les épreuves les plus importantes du week-end, donc c'est-à-dire la première qualificative par exemple du jeudi, la deuxième qualificative du vendredi qui va se courir à barrage, etc. Puis aller jusqu'au Grand Prix. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de monter en puissance et de proposer et de composer plutôt un programme qui va augmenter le niveau et la dose de difficulté pour arriver vers le Grand Prix que vous souhaitez. Et de se dire aussi, voilà comment ont évolué les chevaux. Les chevaux, vous ne pouvez pas les mettre dans le rouge et en difficulté dès le premier jour. Sinon, qu'est-ce que vous allez faire le deuxième? Et surtout, qu'est-ce que vous allez mettre dans le Grand Prix? Donc, vous allez adapter. Une fois que ces 3 grosses épreuves ont été construites sur le papier,
Alors quand je vous dis sur le papier, c'est sûr, aujourd'hui tout est fait informatiquement. Hein. À partir de là, je vais travailler les épreuves dites préparatives, qui sont celles du premier jour, de la première épreuve, etc., etc. Et je vais essayer dans cette semaine avant le show que l'ensemble du programme puisse être couvert. Si ce n'est pas le cas, il y aura peut-être 2 ou 3 épreuves qui seront finalisées sur place. C'est-à-dire la veille pour le lendemain. Et ainsi de suite. Voilà à peu près comment je fonctionne. Deuxième cas de figure, c'est celui lorsque je suis invité sur un concours que je ne connais absolument pas. Soit parce que c'est un tout nouveau show qui vient de se créer, comme là au mois d'août je vais aller à Riron en Espagne. C'est un tout nouveau concours qui se met en place. Donc je connais pas l'environnement, je connais pas le terrain en lui-même, je connais pas le parc d'obstacles, je ne connais pas le plateau de cavalier qu'il va y avoir, etc., etc. Donc là il y a un travail qui s'effectue plus longuement, on va dire, où je vais récolter différentes informations auprès de l'organisateur pour avoir, je dirais, le maximum d'éléments permettant, je dirais, déjà un travail en amont important. Et à partir de ce moment-là, comme je vous l'ai dit précédemment, je vais essayer de construire les épreuves reines et après j'aviserai sur place une fois que j'y serai, parce que je sais que pertinemment il va y avoir des aménagements, quelques modifications qui sont plus ou moins légères. Si on prend pour exemple une épreuve très importante, ou du moins un concours très très important, et celui auquel je pense est celui qui m'a permis véritablement de mettre un pied sur le tremplin et de me propulser au plus haut niveau, c'est celui d'Equitalion, Longines Equitalion, donc le concours de Sylvie Robert. Pour un concours comme celui-ci, l'ensemble des pistes, pourtant j'ai à charge, il y a du travail, hein. J'ai l'ensemble du C6 2 étoiles, j'ai l'ensemble du 5 étoiles, les poneys, etc. Donc ça fait beaucoup d'épreuves. On est en indoor, on n'a pas le droit à l'erreur, parce que là, j'ai envie de dire qu'au mètre près, c'est risque d'y avoir un problème, hein, ça passe plus, etc. Et surtout que vous avez des contraintes très 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 importantes au niveau de la télévision, des plans que vous devez remettre à la FEI, des plans que vous devez remettre à Longines, parce qu'il y a une question d'obstacle sponsor, il y a une question de l'emplacement des caméras, il y a une question que tout le monde veut savoir à peu près quels seraient les plans pour les commentateurs, etc. Donc là, tout doit être prêt avant. Là, on va dire que mon recul est estimé à peu près à 2-3 mois. Oui. Sur ce genre de concours-là. Les globales que j'ai pu effectuer l'année dernière, comme par exemple Paris EFL, Cannes, ou les Longines Masters de Paris, de Lausanne, etc., c'est des concours où j'essaie véritablement d'anticiper au maximum, même si je sais que sur place il y aura toujours des petites modifications, mais qui seront minimes, pas forcément significatives. Maintenant, dans le cadre de la préparation, vous m'avez demandé si je prends en compte certains points. Oui, bien sûr, ces points, sont liés aux engagements, donc à start list, hein. Je vais regarder sur la plateforme FEI quels sont les cavaliers qui ont été engagés avec les chevaux pour voir à peu près si c'est des chevaux qui sont là en préparation en vue d'événements majeurs, si c'est des chevaux qui sont plus là dans le cadre d'un travail, d'une évolution, d'un perfectionnement. Les cavaliers, bien sûr, je vais prendre en compte également les obstacles. J'aime bien avoir par avance le parc d'obstacles que je vais avoir. Ça, c'est aussi important. Et je vais éplucher, bien sûr, rigoureusement l'avant-programme pour voir quels sont mes barèmes, comment on va essayer de goupiller le tout, comment on va essayer d'embriquer le tout dans mon timing. Parce qu'il y a une chose que j'ai horreur, c'est d'être en retard, hein. Moi, ce que je veux, c'est à chaque fois donner la piste aux heures qui sont prévues. Ça, c'est fondamental. C'est fondamental.
Et voilà, et à partir de ce moment-là, programme sous les yeux, je vais commencer à tracer mes premières épreuves. Les éléments dans le cadre de la construction que je vais prendre en compte, c'est épreuve mineure, épreuve médium, épreuve majeure. Voilà, épreuve mineure, même s'il faut surtout jamais les négliger, parce que quand je dis mineur, c'est pas des épreuves où on s'en fout, ou parce qu'il y a rien à gagner, ou parce que les cavaliers ils veulent juste sauter 2-3 barres. Non, jamais de la vie, jamais. Les épreuves mineures, c'est des épreuves, on va dire, aux cotes les plus basses du programme, du concours, mais où il y a certains chevaux qui sont à remettre en route, et où on recherche, s'il y a 50% de sans faute, c'est pas un problème. Mais le travail doit être bien fait tout de même. Et après, il faut rentrer dans, je dirais, un niveau d'exigence un peu plus important pour les épreuves médiums, où on va essayer de baisser un petit peu le pourcentage de sans faute, et les épreuves importantes où on veut... on va dire des résultats qui sont quand même, je dirais, acceptables. Acceptable ne signifie pas, aujourd'hui, avoir ces 25% de sans faute, ou ces 8 sans faute, comme on dirait, etc. Non, ça, je pense qu'aujourd'hui, oui, on y fait attention, c'est évident, mais il faut surtout pas se focaliser là-dessus. Ou il ne faut plus, je dirais, se focaliser là-dessus. Si le travail est bien fait, les résultats suivront, on va dire, normalement. Et après, comme je le dis très très souvent, quand je suis interviewé, vous savez, j'ai pu monter un très très beau Grand Prix qui a donné satisfaction aux cavaliers et qui leur a donné peut-être un peu de fil à retordre, certains, c'est clair, mais qui a tenu en haleine le public, où le public a vu un vrai show, etc., mais où il n'y a eu que 500-600 fautes, par exemple. Mais vous pouvez aussi avoir une épreuve à 8, à 9, à 10, ok, et un beau barrage, certes, mais il faut peut-être regarder ce qui s'est passé derrière. Si vous avez sorti 10 éliminés, 10 abandons, une pléthore de chevaux qui sont sortis avec 16, 20 points, 24 points, etc., au final, pour moi, c'était pas forcément un bon parcours. Alors tout dépend du dénouement qu'il y a eu pendant cette épreuve. Mais très honnêtement, j'ai pris beaucoup sur moi. Je travaille ça mentalement en parlant, parce que c'est important. Il faut plus se morfondre dans, on va dire, des prérequis ou des choses qui sont dites par le passé. Et dit il faut avoir nos pourcentages, nos fameux pourcentages. Voilà, c'est comme ici en SHF. Je vous dis, ça fait un moment que j'ai pas fait ça, mais sur ce que j'en entends, il faut essayer d'obtenir les bons pourcentages. Voilà. C'est pas toujours facile à dire. Moi, je préfère qu'il y ait des pourcentages peut-être qui sont un peu plus élevés, mais où on a vu du beau sport et des chevaux qui s'exprimaient. Très courte pause à mi-épisode. Que pensez-vous des propos de Grégory Baudot ? Nous sommes curieuses de savoir votre ressenti à l'écoute de cet épisode si riche et on espère que vous prendrez quelques instants pour nous le partager par message sur Facebook ou Instagram. Nous vous l'indiquions pendant l'introduction, il n'y aura pas d'épisode à venir au mois d'août. Comme pour beaucoup d'entre vous, ce début d'année a été très chargé et nous avons décidé de profiter d'un petit break estival pour recharger nos batteries et revenir plus motivés et inspirés que jamais en septembre. Nous avons plein de nouveaux projets à venir et la rentrée s'annonce effervescente. On profite aussi de cet entracte pour remercier notre partenaire Equiplus Sols Équestres de s'être associé à nous pour vous proposer cet épisode, d'une part, mais aussi d'offrir aux chevaux et cavaliers des conditions de travail optimum en piste comme à la maison. Un chef de piste éclairé, un sol performant et confortable, des cavaliers passionnés et respectueux de leur monture. Voilà l'équation parfaite pour une compétition réussie. Allez, je laisse place à la seconde partie de cet épisode. Belle écoute! Vous nous avez dit donc qu'il y a une préparation qui est beaucoup plus importante sur les concours comme les globales, les 5 étoiles comme Équitalion, etc. Et est-ce que ça vous crée aussi forcément,
C'est une question. Est-ce que ça vous crée plus de pression au niveau des sponsors, de l'organisateur de concours? Vous êtes quand même une pièce maîtresse. Et pour l'anecdote, je l'avais noté un peu plus tard, mais j'avais vu il y a quelques années Grand Prix du Saut Hermès, si je me trompe pas, assez difficile, avec des chevaux qui sortaient très éprouvés de l'épreuve et les cavaliers aussi. Quelles sont les conséquences pour un chef de piste quand, à la sortie d'une épreuve, forcément les pourcentages ne sont pas bons, mais en plus de ça, les cavaliers et les chevaux sont éprouvés? Déjà, je dirais que le chef de piste, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la pièce maîtresse. Je reprends exactement vos mots, c'est la pièce maîtresse. C'est clair que vous pouvez avoir la meilleure infrastructure possible, le meilleur plateau de chevaux, le meilleur public, tout ce que vous voulez. Si le chef de piste n'effectue pas un bon travail, tout cela ne sert à rien. Les dommages collatéraux seront forcément importants, puisque c'est lui qui, en somme, fait le sport, ou va du moins donner la ligne directrice du sport que l'on va avoir durant l'événement, durant le week-end, par exemple. Donc, indéniablement, pour moi, il a de la pression. Sinon, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a un m'en-foutisme total. Même la personne qui est, je dirais, la plus cool dans sa tête possible, dans cette fonction-là, s'il n'y a pas une dose de stress, j'entends bien stress positif aussi, hein, j'arriverai pas à le comprendre. Et je pense que le travail et le boulot ne seraient pas le même. Au final, hein, le rendu final. Donc, j'ai beaucoup de pression, c'est vrai. Moi, je vous dis, j'ai de la pression sur tout événement. Je vais avoir de la pression ici pour construire des jeunes chevaux, qui ne va pas s'exprimer ou qui ne va pas se manifester de la même manière que si j'étais, je sais pas moi, par exemple, sur le Global ou à Lyon. C'est évident. Mais la pression va être là. Ça, c'est certain. Parce que je vais avoir la pression, déjà, du travail bien fait, de la sécurité des chevaux et des cavaliers. Est-ce que les chevaux sont bien? Est-ce que les chevaux sautent bien? Est-ce que il n'y a pas quelque chose qui a pu m'échapper? Et Dieu sait que l'erreur est humaine, hein, mais quelque chose qui m'aurait échappé à la construction de piste et que je n'aurais pas vu à la reconnaissance ou que les cavaliers n'auraient pas vu non plus, peu importe, et qui poserait de fortes difficultés, qui serait dommageable, qui pourrait nuire au résultat de mon parcours. Alors, cette pression-là, je vais l'avoir. Ça, c'est certain. Le niveau de pression sera plus important sur ces épreuves de 5 étoiles ou de 4 étoiles, etc. Pourquoi ? La simple chose, les bonnes choses, c'est quoi ? C'est que derrière, vous avez des impératifs sur lesquels vous n'avez pas forcément la main mise. C'est quoi ? Ce sont les médias. Quand une épreuve est programmée à 14h, elle doit démarrer à 14h. À 13h59, et le commentateur, il est à l'antenne. Et vous devez avoir rendu la piste, il faut que votre parcours ait été checké, tout doit être OK. Il faut que les cavaliers aient eu le minimum de temps pour pouvoir le marcher, etc., etc. Donc, il y a ce problème-là, il y a le problème que derrière, il y a les sponsors qui sont importants, vous devez respecter des obstacles de sponsors, c'est pas toujours facile parce qu'il y a des obstacles qui sont massifs, il y en a d'autres qui sont qui sont trop light, etc. Donc il faut savoir composer. C'est ça qui donne aussi beaucoup de pression. Et les timings qui sont de plus en plus serrés à l'heure actuelle. Et après, de se dire aussi... c'est que quand on est dans des endroits qui sont un peu clos, tels que des indoors, etc., vous avez un public important. Hein. Regardez Lyon, le public magnifique que vous avez, ou à Paris, ou alors à Bordeaux, ou peu importe, ou à l'étranger, etc. Et moi, ma pression serait de se dire, si un jour il devait y avoir un malheur au milieu de la piste. Voilà, des chevaux cheval qui se tue, cavalier, quand bien même ce ne serait pas de la faute du chef de piste, mais vous l'avez toujours au fond de vous-même, cette image-là. Même si on essaie de la chasser, c'est certain. Mais ça fait partie aussi de la pression.
Et après, à haut niveau, j'ai la pression aussi des résultats, parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, c'est certain. Quand vous avez des centaines de milliers d'euros en jeu, c'est complètement différent. Donc, moi, j'ai toujours cette part de stress, d'inquiétude, d'anxiété, etc. Mais je pense que c'est aussi un bien pour moi, parce que ça vous permet de vous remettre en cause. Ça permet parfois de réfléchir différemment. Et ça vous donne toujours aussi, je vous dis, ce maintien de la flamme. Parce que si... je suis encore jeune, je pense, et si un jour je ne vais plus avoir de pression, plus ce petit stress, etc., alors moi je pense qu'il faudrait que je passe à autre chose et que j'arrête. Je m'oriente dans un autre job, dans un autre hobby, ou que sais-je. C'est une question à laquelle je voulais venir et vous venez d'en parler. Je pense à la remise en question, en fait. Je pensais à ça. J'ai eu le souvenir d'un championnat à Fontainebleau, un championnat national, où il y avait eu, a priori, grosse erreur de distance dans une combinaison, qui avait fait beaucoup de brouhaha, etc. Ça avait été assez controversé. Est-ce que c'est aussi une partie, une qualité nécessaire au chef de piste de savoir se remettre en question, de savoir écouter aussi les recommandations, les influences, les conseils des cavaliers, des parties prenantes du sport? Est-ce que vous êtes soumis à ça? Est-ce que vous êtes obligé, tenu d'avoir cette partie de remise en question pour pouvoir aussi évoluer en fonction des retours du terrain de ceux qui pratiquent le sport, on va dire? Alors tout d'abord, je tiens déjà à dire que l'erreur est humaine. Il peut arriver, je vous ai dit, ça fait partie de mes hantises, il peut arriver à quiconque aujourd'hui d'effectuer... qui va s'avérer après, forcément, une erreur, et qui a généré une catastrophe. Vous faites allusion à un championnat de France, il me semble, et tout à l'heure vous avez fait allusion à Saut Hermès, etc. On a vu, pour ce niveau de chevaux, pour un événement comme ça, des erreurs comme jamais, du moins des fautes plutôt comme jamais. Ça peut arriver, bien sûr, ça peut arriver. J'espère que jamais ça puisse m'arriver, j'espère. Pour cela, je fais toujours bien attention à éviter certaines choses. Je rentrerai pas dans les détails, mais que ça peut être des distances inconsidérées, des lignes trop délicates, trop difficiles, trop d'efforts pour les chevaux au niveau des largeurs, et ainsi de suite. Ça, c'est des choses sur lesquelles déjà je mets une croix dessus. Voilà. Maintenant, on peut commettre des erreurs. Vous avez dit, est-ce qu'il est obligé pour le chef de piste de se remettre en question? Il n'y a rien qui dit, on va dire, dans les règlements, légalement parlant, qu'il faut se remettre en question. Ça, c'est une question de morale, uniquement. Il est évident pour moi qu'un chef de piste au cours de sa carrière, mais comme ça peut être le cas de tout bon manager, il me semble, c'est utile dans sa vie professionnelle, voire même dans sa vie privée, dans un couple, par exemple, eh bien, de temps en temps, de mettre les choses à plat. Et de se dire, voilà, je fais un tableau des forces, je fais un tableau des faiblesses. Et je liste ce que j'ai pu observer depuis quelque temps, ou ce que j'ai pu observer lors de cette manifestation. Et de faire un état des lieux, de faire une analyse. C'est pas toujours évident de le faire, parce que parfois vous êtes froissé, parfois ça touche votre ego, parfois vous n'êtes pas très recevable aux critiques ou à ce qu'on pourrait dire autour de la piste, par exemple. Ça peut faire mal, c'est vrai. Mais je pense que si vous êtes une bonne personne, il y aura toujours une part de vous qui va se dire « Eh mon vieux, là, il faut que tu te poses, que tu te poses les bonnes questions et que tu puisses ravaler éventuellement peut-être ta fierté ou ravaler tes rancœurs et se dire il faut repartir sur une nouvelle base. » À partir de ce moment-là, c'est une force
forme, c'est une forme de remise en question. Cette remise en question va pas se manifester par je vais totalement changer ma façon de construire. Parce que là, au contraire, ça devient plus ridicule qu'autre chose. Parce que vous êtes en train d'avouer que vous êtes complètement planté depuis belle lurette. Non, c'est de se dire, voilà une chose qui a été réalisée, faite aujourd'hui, plus jamais. Ou je vais l'adapter, je vais la modifier. Je vais écouter ce qu'on m'a dit. Les conseils. Nul n'est prophète en son pays, hein. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'avez pas la bonne parole à prêcher, vous pouvez, je dirais, commettre des erreurs, vous ne pouvez à un moment donné plus être dans le coup parce que vous-même vous n'êtes pas bien dans votre peau, j'en sais rien, peut-être, hein. Ça peut arriver, hein. Ça a forcément des incidences sur votre façon de faire et de votre façon de construire, ça c'est certain. Et il faut peut-être être à l'écoute des cavaliers, ça c'est important. Parce que les cavaliers, c'est ceux qui sont dans l'arène, hein, c'est ceux qui vont à la guerre, entre guillemets. Donc il faut pouvoir, de temps en temps, je ne dis pas tout le temps, mais il faut pouvoir prendre acte de ce qui a pu être dit. Ces propos peuvent être de bons conseils pour le chef de piste et pour son évolution. Vous savez, moi j'ai pas honte de dire ou j'ai pas peur de le dire, hein. C'est pas un secret que sur des gros concours, sur des grosses épreuves, moi j'ai des cavaliers de haut niveau qui sont, je sais pas moi, dans les 20 premiers de la ranking, qui me disent Grégory, je trouve que ton obstacle là il est un peu haut, ou je trouve pas qu'il est un peu large, etc. Mais je le prends pour argent comptant, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais analyser ce qui m'a été dit. Après, vous êtes le seul décideur, hein. On peut pas vous l'imposer, hein. Ou alors le cavalier, après la reconnaissance, il estime qu'il veut pas faire le parcours. C'est du jamais vu, pratiquement. Et là, avec le recul, vous dites, on analyse, on dit, c'est pas parce que c'est Pierre-Paul Aujac qui vous l'a dit, hein. Mais on l'analyse et on se dit, c'est vrai, peut-être que là-bas, à l'emplacement de cet obstacle-là, c'est un peu gros, c'est un peu large. Il y a le public derrière, il y a la lisse, déjà la ligne est technique avant, etc. Il va peut-être avoir un problème de couverture pour les chevaux, etc. Et là, vous prenez votre décision et vous allez descendre d'un trou, vous allez réduire de 10 cm ou de 15 cm, etc. Et puis voilà. Et puis le cavalier, il a vu que vous y avez réfléchi. Il a peut-être vu même que vous avez pris la décision. Il va l'approuver. D'autres ne l'approuveront pas peut-être, mais vous avez été le seul décideur, in fine. Et moi, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Il y a des fois où je ne l'ai pas fait, parce que j'estimais, voilà, dans mon parcours, je le sentais comme ça, et ça venait comme ça, et que tout s'était bien passé. Voilà. Confère, une petite anecdote, Steve, que je connais très bien, Steve Gerda, à Paris, c'était Longines Master de Paris en décembre dernier. Donc dans mon Grand Prix, j'avais une combinaison, un triple, vertical, auxerre, et où j'avais pris la décision de mettre une petite palanque en haut sur l'élément du milieu, sur le B. Palanque noire, hein. Tout le triple était jaune et noir. Et il me dit, c'est vraiment un bon parcours. Il me dit, c'est costaud, c'est difficile. Il me dit, mais un peu exagéré sur le milieu de triple. Il dit, c'est un peu vicieux. Ouais, c'est pas méchant, hein, parce que Steve, forcément, numéro 1, mondial, et il y a toujours quelque chose de bon à prendre de ces gens-là. Parce qu'ils vont vous le dire, du moins envers moi, ils vont vous le dire de manière constructive. Et ça, c'est important. Et je lui dis, Steve, cette palanque-là, elle va pas tomber énormément. Cette palanque-là, moi, je l'ai construite dans l'optique. Déjà, on a une combinaison qui nécessite la gymnastique, mais qui nécessite pas d'effort. Vertical, auxerre. C'est pas la combinaison la plus difficile. Mais il faut la rendre subtile. Pour la rendre subtile, j'ai mis le choix de mettre cette palanque-là. Pourquoi? Parce que les cavaliers, ils vont vouloir absolument psychoter, se concentrer au maximum sur cette palanque-là. Parce que c'est toucher-couler, hein.
Donc, moi, mon optique, c'est de provoquer la faute avant ou après. Parce que pour protéger cette palanque-là, ils vont forcément faire une décision à la bord du A. Et selon la décision qu'ils vont avoir à prendre, ça peut aussi commettre une erreur sur le C, en voulant absolument bien sauter le B. Et là j'ai dit non, je pense que c'est bien. Pourtant on faisait 158. Hein. Ce que j'ai fait, c'est juste mis une palanque, une fiche un peu moins plate sur un élément de la palanque. Ça d'accord. Mais je ne l'ai pas touché. Au final, puis je ne sais pas s'il était sans faute, je crois qu'il sort avec 4 ou 8 points, peu importe. Coup de téléphone, je sais pas moi, 1 heure après le Grand Prix, il me dit Greg, bravo, je te félicite, tu avais raison, ça a créé ce genre de faute-là. C'était très intéressant. Puis voilà, vous êtes forcément, quand vous avez un cavalier de ce niveau-là qui vous explique un petit peu sa façon de voir et qui vous dit positivement ce qu'il a ressenti, et chose que je ressentais aussi moi, j'en suis très fier. Je voulais passer un peu à un autre sujet qui est, toujours en lien, celui du bien-être animal. Vous avez dit qu'un parcours réussi, un tracé réussi, c'était un tracé qui respectait le bien-être, l'intégrité du cheval, un tracé subtil. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus de bien-être animal. Les sports équestres ont vraiment beaucoup évolué avec des parcours de plus en plus difficiles, des chevaux toujours meilleurs. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Est-ce que vous pensez que ça va évoluer dans le temps ? Dans quel sens ? Et vous, quel regard est-ce que vous portez sur ce sujet-là aujourd'hui ? Alors, la question m'a été posée à de nombreuses reprises, c'est-à-dire sur l'avenir justement du jumping, c'est certain. Je pense qu'il y a des phases qui sont peut-être des phases liées par décennies ou tous les 15 ans, etc. Des grandes phases évolutives. Ce qu'on sautait il y a 30 ans ou il y a 40 ans était déjà complètement différent de ce qu'on a sauté il y a 10 ans ou 15 ans. Et aujourd'hui, on est à nouveau dans une phase évolutive. Ces phases-là sont liées, je dirais déjà, à l'évolution de la société, à l'évolution technologique, à l'évolution technique. Aujourd'hui, on a un meilleur élevage. Ça, tout le monde est clair pour le dire. On a des meilleures infrastructures. Vous avez vu un petit peu les sols sur lesquels aujourd'hui on peut concourir, des sols qui sont respectueux des chevaux au niveau notamment de la force qui peut être exercée sur les membres, etc. On a des pilotes qui sont de plus en plus fins, des pilotes travailleurs, des pilotes je dirais qui sont sensationnels, mais de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bons et de très bons cavaliers, mais qui n'ont pas forcément toujours les meilleurs chevaux. Ça, c'est vrai. Il y a aussi, ce qui est important, je dirais, il y a de plus en plus d'argent dans notre sport. Certains, il y a une économie autour de cela, on l'a remarqué, on fait avec, on l'exploite, et ce qui est normal, tout simplement. Et je pense qu'il faut être très, je dirais, précautionneux avec tout cela. Pourquoi ? Parce que vous parlez de bien-être, et j'en ai parlé à plusieurs reprises là-dedans, au cours de cette interview. On ne va pas pouvoir aller éternellement à un niveau d'exigence qui est des plus élevés. Parce qu'on va aller contre les limites du cheval. On ne va pas pouvoir sauter plus haut, parce que pour moi, nous sommes déjà au maximum. On ne va pas pouvoir mettre plus large. Déjà, les largeurs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles ont réduites par rapport à il y a 30 ans. Ok. Question de sécurité. Aujourd'hui, je pense qu'on est pratiquement au top.
pour la sécurité des chevaux, les fiches de sécurité, des obstacles qui sont quand même assez light, le poids des barres, etc., etc. On court comme je l'ai dit tout à l'heure, dans des carrières qui sont quand même, je dirais, au top. Alors il faut s'interroger sur qu'est-ce qu'il faut faire, ou qu'est-ce qu'on va devoir faire, vers quelle va être la vision d'avenir permettant dans le futur, et quand je dis dans le futur, ça va être dans les 10 années à venir, ce tournant qu'il va falloir prendre pour respecter les chevaux, parce que vous avez dit, le bien-être animal est très important, et il va de devenir. Plus on va avancer dans le temps, plus il va être important. Notamment au regard des animalistes et tout ce qui s'ensuit, ça c'est certain. Donc, nous, on doit montrer un bon visage de tout cela. Et montrer que, en fait, nos chevaux, pour eux, c'est un jeu. Que pour eux, ils sont heureux de partir en compétition. Qu'ils sont heureux de sauter des obstacles. Mais il faut qu'en même temps, les cavaliers puissent, je dirais, partager la même vision. Et le chef de piste, il est au milieu de tout ça, parce que c'est lui qui va construire les parcours. Donc, je pense que on va s'orienter vers une sélection qui s'effectuera autour de la vitesse. C'est-à-dire peut-être, dans les années à venir, de demander un tout petit peu plus encore au niveau de la cadence, au niveau de la vitesse imposée, et d'avoir par conséquent des timings, du moins des temps accordés un tout petit peu plus serrés. D'avoir peut-être des obstacles un peu plus fragiles. Donc, attention, je bannis ici toute révolution à la hausse de la hauteur et de largeur. Qu'on soit bien d'accord. Cela va se jouer peut-être dans des barres, largeur de barres, le front plutôt des obstacles, qui pourrait être un peu plus réduit. C'est possible. De jouer avec de la subtilité dans les couleurs qui vont être choisies, dans la construction elle-même d'un obstacle, dans les distances, malgré qu'aujourd'hui, peu importe les distances qu'on propose, alors attention, sans aller sur des distances rapprochées telles que 3 ou 4 foulées, mais à partir de 5 foulées, 6 foulées, 7 foulées, même si vous faites un choix de distance un peu délicat, aujourd'hui les chevaux sont tellement réactifs qu'ils arrivent à faire un peu le yo-yo, ça c'est certain. Mais c'est tout cela qu'il va falloir conjuguer aujourd'hui pour pouvoir, je dirais, perdurer dans le temps des chevaux qui s'expriment dans le bien-être et que notre sport puisse aussi continuer à être médiatisé et puisse continuer à intéresser un public qui, je l'espère, sera toujours de plus en plus important. L'une des grandes décisions, l'une des grandes avancées, on va dire de ces dernières années, ça a été l'interdiction d'utilisation des guêtres postérieures par la FEI, donc qui devait être appliquée en janvier 2020, qui a été reporté pour laisser le temps aux Jeux Olympiques de Tokyo d'avoir lieu en août 2020 et donc qui a été reporté à janvier. On imagine que c'est une décision qui va impacter énormément votre métier, parce que vous allez certainement devoir retravailler aussi votre façon de construire les parcours en fonction de cette nouveauté, c'est-à-dire que les guêtres postérieures seront interdites et que du coup la technicité et la technique simplement de saut des chevaux va quand même majoritairement changer et changer peut-être pas forcément à la hausse, mais justement changer, revenir au naturel, être moins superficiel avec cet ajout d'artifice. Dans quelle mesure pensez-vous que vous allez devoir vous adapter à ce changement ? Alors, adaptabilité, il y aura, je pense. Qu'elle soit dans un sens comme dans l'autre, parce que si nous revenons quelques années en arrière, on a bien dû nous adapter au fait que les cavaliers utilisaient comme vous l'avez dit très justement, des artifices. Même si
c'est soi-disant pour la sécurité des chevaux, on a bien vu quelles dérives étaient alors possibles et qui, manifestement, a provoqué des modifications au niveau, je dirais, de la représentation du cheval dans son saut, par exemple, du fait, comme je le dis à plusieurs reprises, comment le cheval s'exprime, et d'avoir tout un mécanisme qui en fait est figé, qui n'est pas le cheval naturel, tel qu'on aimerait le voir. Alors on a dû s'adapter en allant donc dans des travers, qui est celui de construire des parcours de plus en plus exigeants, pour pouvoir essayer d'obtenir sans arrêt nos fameux pourcentages, pour essayer de rester dans un sport qui puisse être plus ou moins compris par tout le monde, etc. Donc oui, ces éléments-là, parmi d'autres, bien entendu, parmi tant d'autres, ont créé un impact négatif dans notre profession. Même si très honnêtement, attention, je le dis de manière modeste, je n'y ai jamais adhéré au fait qu'il fallait construire des parcours énormes, des parcours trop techniques et donc trop exigeants pour les chevaux. Non, j'y ai jamais adhéré. C'est aussi ce qui a fait le fait, non pas la patte Baudot, parce qu'on va pas revenir là-dessus, mais ce qui a fait que, voilà, j'avais mon concept, ma philosophie du parcours, et qui, je pense, m'a mis sur un autre chemin, et qui a pu être, je dirais, totalement, visualisé par les cavaliers, et peut-être apprécié. Donc maintenant, avec ces bonnes nouvelles, si j'ose dire, et ces nouvelles réglementations, on va très certainement voir des chevaux qui vont s'exprimer différemment. C'est certain. Et le chef de piste va alors s'adapter à nouveau. C'est certain. Et on va pouvoir revenir à des choses plus naturelles. Pas forcément de différences significatives dans la construction des obstacles, mais peut-être se dire que on peut être un peu moins technique, moins subtil sur une petite ligne, sur un petit vertical, sur une petite largeur, et ainsi de suite. Et je pense que le sport, et le bon sport, va retrouver tous ses droits à partir de ce moment-là. Après, tout est une question, vous savez, tout est une question d'argent, si c'est toujours ça le cœur du problème. L'argent, les résultats, la vente des chevaux, le commerce, le business et tout ce qui s'ensuit. Si nous revenons à des choses plus naturelles et auxquelles le grand public sera, je dirais, assez friand, eh bien, c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose pour toute la filière. Et en tout cas, moi, j'en suis déjà convaincu, c'est certain, mais j'en serais véritablement heureux. On va recommencer un peu à parler de vous pour la fin de cette interview. Vous êtes, comme on l'a dit au début, pressenti pour peut-être monter la piste des Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors, comme vous l'avez dit, rien n'est fait. Mais comment est-ce que vous appréhendez ce moment-là sur le long terme quand même, parce que c'est dans 4 ans et ça reste aussi assez proche finalement. Comment est-ce que vous vous y préparez ? Est-ce que ça vous crée une certaine pression ? Comment vous le vivez ? Écoutez, dans l'immédiat, je n'ai nullement la pression, j'y pense pas. Alors je vais pas vous dire parce que je vais pas vous mentir. C'est pas que j'y ai jamais pensé, bien entendu. J'y ai pensé parce que c'est quelque chose qui viendrait à un moment donné, la cerise sur le gâteau, vous voyez, couronner un peu votre carrière. Alors que j'espère, bien sûr, ma carrière est loin d'être finie, c'est certain, mais qui vient véritablement mettre un point d'honneur sur votre parcours. J'y travaille, bien sûr que j'y travaille, mais je travaille déjà au fur et à mesure sur les parcours que je construis tout au long de l'année. Parce qu'il faut aussi, vous savez, se forger une certaine régularité. Il faut se faire connaître, c'est certain, il y a une réputation, il y a une notoriété, etc. Il y a une image à entretenir, bien sûr. Mais il faut que vous soyez régulier dans ce que vous allez entreprendre.
Et c'est-à-dire dans votre façon de pouvoir construire, même si de temps à autre, comme on l'a dit précédemment, il y a des remises en question, c'est certain. J'ai la chance de pouvoir, alors bien sûr, on devait pouvoir participer aux Jeux Olympiques de Tokyo cette année, puisque j'étais dans l'équipe de mon ami Santiago Varela, qui construisait donc à Tokyo. C'est remis à l'année prochaine, je fais toujours partie de l'équipe, je m'en réjouis, bien sûr. Je suis le seul Français à faire partie de l'équipe et nous sommes à peu près 6 assistants officiels. Ce qui me permet déjà de mesurer le pouls de ce que représente une manifestation de ce genre, un événement de ce genre. Alors, l'expérience, j'ai déjà une expérience, on va dire, à l'intérieur même d'un événement majeur, en tant qu'assistant. J'ai pu participer à des finales Coupe du Monde, j'ai participé au championnat du monde à Caen en tant qu'assistant, j'ai participé au championnat d'Europe de Rotterdam cette année, j'ai participé à 2 championnats d'Europe Young Riders, Junior, etc. J'ai moi-même tracé les jeunes cavaliers, les championnats d'Europe jeunes cavaliers à Fontainebleau et tout ce qui s'ensuit. Donc, j'ai la chance d'avoir déjà une expérience vécue de l'intérieur de ces grands événements. Bien sûr, les Jeux Olympiques restent les Jeux Olympiques. Il y a encore 4 ans, c'est certain, il y a encore du travail à faire. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, en toute honnêteté, je m'y prépare, ou je vais travailler pour. Ok, vous dites, je suis pressenti. Peut-être, mais la liste est encore longue. Il y en aura d'autres. Ce que j'aimerais en tout cas, ce sont nos Jeux Olympiques. Ce sont les Jeux Olympiques de la France. Ce sont les Jeux Olympiques à Paris. Un siècle, il me semble. C'est le delta, du moins, la date entre les derniers à Paris et ceux qu'on va avoir. J'aimerais de tout cœur que ce soit au moins un chef de piste français. Voilà. Et non pas un étranger. Ça me permet de rebondir là-dessus, sur le fait que, vous savez, depuis quelques années, les choses changent en France. Et je dirais, d'une bonne manière. C'est-à-dire que on commence, et de plus en plus d'ailleurs, à se dire et à remarquer que nous avons tout ce qu'il faut dans notre pays. Je ne parle pas des cavaliers parce qu'ils ont toujours été là, les cavaliers, les chevaux aussi, ça c'est pas. Et les organisateurs, pareil. On a pratiquement les plus beaux événements au monde. Mais le bas blesse au niveau de quoi ? Au niveau des officiels. Et notamment des chefs de piste. Puisque pendant très longtemps, on faisait appel aux techniciens du moment, aux chefs de piste notoires, qui avaient l'habitude de construire dans le monde entier, qui avaient créé une certaine affinité avec les cavaliers, une certaine affinité avec certains organisateurs, etc. Et je dirais, pour minimiser peut-être les risques, et notamment le risque sportif, les organisateurs, mais attention, moi personnellement je ne jette pas la pierre, loin de là, mais ces organisateurs-là ont pu inviter des chefs de piste étrangers, allemands, italiens, américains, etc. Et peut-être que les Français se sont sentis un peu dévalorisés par rapport à ça. Mais aujourd'hui, et on peut remercier donc beaucoup d'organisateurs, aujourd'hui les choses changent. Et on peut observer que les techniciens français, eh bien, ils sont tout aussi bons, voire meilleurs, que certains collègues étrangers. Et que nous avons toute capacité, toute compétence, toute connaissance pour pouvoir construire les plus beaux événements aujourd'hui en France. Que ce soit de niveau 5 étoiles, des Coupes du Monde, des grandes séries, des grands tournois, ou voire alors des événements
planétaires comme des Jeux Olympiques, des championnats d'Europe, championnats du monde, etc. Et ça, c'est une fierté, pas une fierté personnelle en tant que Grégory Baudot sur une piste, une fierté de notre pays. De notre pays. Et de l'ensemble, on va dire, de la filière. Parce que les cavaliers le reconnaissent aussi aujourd'hui. Les cavaliers, à l'époque, très honnêtement, n'étaient pas très ouverts ou n'étaient pas très élogieux, en somme, vis-à-vis également des officiels de compétition, et qui plus est des chefs de piste, par exemple. Aujourd'hui, les choses se décantent, les choses changent, il y a une meilleure visibilité et transparence je dirais, des chefs de piste français sur la vitrine internationale. Française, je pense que ça y est, c'est fait. Et ça, je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose et il faut qu'il y ait aujourd'hui du monde. Je ne suis pas le seul, il y a d'autres très 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 bons chefs de piste français et nous devons absolument impulser un dynamisme qui doit nous permettre d'aller en dehors de nos frontières, de nous faire connaître, de transporter un petit peu nos compétences ailleurs et par conséquent de nous faire un nom. On est sur un temps d'interview très long, mais je vais me permettre une dernière question. En vue de ces échéances auxquelles vous prétendez, donc les championnats du monde, Paris, etc., vous allez devoir, comme vous le venez de le dire, être au moins aussi bon, voire meilleur que vos homologues étrangers. Vous allez devoir vous renouveler, vous différencier, vous allez devoir puiser de l'imagination pour trouver des nouvelles méthodes, pour vous réinventer à chaque fois. Où est-ce que vous allez trouver tout ça ? Écoutez, il est peut-être un peu trop tôt pour le dire parce que les choses vont se faire de fil en aiguille, d'année en année. Vous savez, peut-être l'état d'esprit que j'ai aujourd'hui en construisant ici à Sainte-Cécile, même si ce sont que des jeunes chevaux, peu importe, mais le mois prochain un 2 étoiles, au mois d'août un 4 ou 5 étoiles et ainsi de suite, mon état d'esprit est différent ou sera différent de celui que j'ai eu l'année dernière et sera différent également de celui que je pourrais avoir l'année prochaine ou dans 2 ans. Sans, je dirais, modifier totalement mes fondations, mes bases. C'est certain. Parce que vous allez prendre des éléments, des petits points qui vont venir avec le temps chaque année, que vous allez constater par vous-même, par observation sur les parcours, les chevaux, comment ils évoluent, etc. S'il y a des modifications réglementaires, s'il y a des évolutions technologiques au niveau, je sais pas moi, c'est totalement possible au niveau des obstacles et tout ce qui s'ensuit. Et ça, au fur et à mesure, ça vous fait évoluer, mais sans que vous en rendez forcément compte. Donc, si on me dit demain, tu dois tracer 2024, là, aujourd'hui, on me dit, tu traces 2024, il faut que ton parcours soit prêt avant la fin de l'année. Je vais tracer quelque chose qui me paraît, à l'heure où je vous parle, dans, je dirais, la mentalité actuelle, et dans ma mentalité, mais si je les ressors dans 3 ans, je vais vous dire, mais gars, tu peux pas faire ça. Parce que j'aurais évolué entre. Et il y aura d'autres idées, d'autres façons de faire, qui me seront toujours propres. Ça, je ne reviens pas là-dessus, qui me seront toujours propres. Mais qui me plairont peut-être différemment. Alors, moi, je vais y aller avec le temps. On a 4 ans encore. Il faut voir comment les choses évoluent. Moi, je dois me concentrer sur mon travail, qui est le travail que j'ai d'année en année, sur les événements, sur les organisateurs qui me font confiance. Si mon travail sera bien exécuté, si les gens sont satisfaits de ma prestation ou de mes prestations, peut-être que je serai prêt alors pour un événement de cette taille et en tout cas je m'y préparais mentalement. Ça c'est important, mentalement en tout cas. Pour trouver les ressources, il est aussi important pour moi. Là aussi, une petite chose que j'ai omis de vous dire précédemment, tout à l'heure, c'est le jumping, le milieu des chevaux. C'est quelque chose dont j'ai pris la décision de ne pas baigner
7-7, 24-24. Voilà, ça c'est important. Pourquoi ? Parce que je pense, et attention, ça ne regarde que moi, c'est mon opinion. Je n'ai pas envie de penser cheval, d'être en mode cheval du lundi au dimanche. C'est-à-dire, vous voyez, faire des jeunes chevaux en début de semaine, continuer faire du national ou des internationaux en fin de semaine, etc. Non, je pense qu'il est important dans l'équilibre de tout être humain d'avoir une rupture. Cette rupture peut être celle d'avoir un deuxième job à côté, d'accord, qui vous fait penser à autre chose. Voilà, comme un disque, les 33 tours, 45 tours, face A, face B. Hein, vous changez. C'est pas la même musique. Et de vous ressourcer aussi. De vous ressourcer avec des choses. Là, on l'a vu, je pense que ça sera d'ailleurs une belle conclusion. On l'a vu dans cette période malheureuse, cette période de confinement, etc. Il y a eu un retour aux sources. Un retour au naturel. Combien de personnes aujourd'hui, notamment dans notre monde, que ce soit celui des cavaliers, celui des propriétaires, celui des coachs, etc., de se retrouver à vivre une situation ou à vivre des choses qu'on n'avait plus l'habitude de faire. Je donne un exemple, d'aller faire du sport, d'aller dans son potager, d'aller récolter quelque chose, etc., et de se retrouver un petit peu avec soi-même, et se retrouver en phase avec la nature, et sortir de ces menottes. On était menottés par la fonction qu'on avait de faire du concours du 1er janvier au 31 décembre. Et je pense que ça fait du bien. Et moi, en tout cas, c'est ce que j'essaie de rechercher en faisant des phases de pause à plusieurs périodes dans l'année pour pouvoir vous ressourcer. Et je pense que vous revenez plus fort. C'est une belle conclusion. Merci beaucoup Grégory pour cette interview. On a appris beaucoup de choses sur votre fonction et aussi sur vous. On vous souhaite vraiment le meilleur et en tout cas de tracer Paris 2024. On vous le souhaite. Et puis bon concours ici à Sainte-Cécile et bon concours pour les autres qui vont suivre. Et à très vite, j'espère, près de chez nous, à Equita ou autre. Merci à vous, c'était un plaisir. Bye bye. Et voilà, c'est un record, 1h20 de discussion riche en apprentissage avec le chef de piste international Grégory Baudot. Cet épisode vous a plu ? N'oubliez pas de nous le dire par message privé sur Facebook ou Instagram. Si vous souhaitez suivre l'actualité de Grégory Baudot, retrouvez-le sur son profil Instagram @gregory.baudot. Quant à Equiplus Sols Équestres, vous pouvez retrouver leur actualité en suivant le profil de leur fondateur @arnaud.malgras. Quant à nous, on se retrouve le mercredi 2 septembre pour un prochain épisode et en attendant, on vous souhaite un très bel été à tous. À bientôt!